c'est bon? Voilà, bonjour à toutes et tous, bienvenue à la séance du Conseil de ce 20 novembre 2023. Alors, avant de commencer la séance du Conseil, quelques éléments d'information. Tout d'abord, rappelez aux conseillers communaux que vous avez reçu un tout de boîte, et la population l'a reçu également, et qu'il y aura une réunion citoyenne le 5 décembre à 18h30 et qui sera suivie d'une autre réunion à 19h30. Une sur le lancement du projet agrivoltaïque et donc pour le début de l'enquête publique et la deuxième sur le projet agricole. Ensuite, je dois passer ça. Je vous rappelle également qu'il y aura les journées de l'arbre le 25 novembre à Melay. Le rendez-vous est à 9h, que je dis plus de bêtises, 9h30 pardon, au Square à Luan, donc la maison des jeunes à Melay. Et alors il y a possibilité d'aller planter des arbres à 100 mètres plus loin. Donc prenez votre bêche si vous le souhaitez, allez aider pour la plantation. Et les bottes surtout. Ouais. Alors, quelques éléments par rapport à deux dossiers d'actualité, juste pour que tout le monde soit bien prévenu. Donc la commune a fait une communication par rapport au fameux PFAS, état des lieux de la qualité des eaux. Donc on a communiqué ce vendredi-ci. Donc pour rappel, ce qui est un peu compliqué chez nous, c'est qu'on a deux opérateurs, deux fournisseurs d'eau. On a INBW et la SWDE. La SWDE pour le village de Melay, Frasnes, Rèves et Wayo, et INBW pour Villers-Perouin. Alors la SWDE avait fait une communication lundi passé, en fait rappeler ce qui existait déjà, donc qui a la possibilité de voir la qualité de son eau sur base d'un moteur de recherche et son habitation et son adresse. Ne sachant pas si c'était le même rapport pour l'ensemble des Bonvillersois, sauf Villers-Perouin, j'ai contacté les SW2 qui m'ont envoyé un courrier me disant bien qu'il y avait un seul et même rapport pour les Bonvillers, vu qu'il y a une seule zone de distribution, qui est la zone, je ne sais pas de bêtises, 38-29, quelque chose de genre. Enfin bref, c'est un peu d'importance la zone. Ce qui n'empêche, c'est que la SW2, depuis octobre, en fait, a calculé le nombre de PFAS, donc la future norme PFAS qui devrait avoir au niveau wallon et donc au niveau européen, donc 100 nanogrammes par litre. Et donc là, clairement, il est marqué 3 nanogrammes par litre, donc on est en deçà. Alors on essaie de jouer la transparence le plus total, donc on a mis les courriers, on a mis toutes les informations que nous avions. Rappelez quand même que l'indicateur qui est calculé, c'est la somme PFAS, donc c'est la somme de 20 PFAS qui sont les 20 PFAS les plus dangereux pour la consommation humaine, sachant que selon le site de la santé français ou d'autres sites qui ont pignon sur rue, il y en a plus de 4000 dans l'air ou dans les eaux. Donc il n'y en a que 20 qui sont calculés, mais de toute façon, le calcul de la directive, c'est la somme PFAS, sachant qu'il est prévu de calculer aussi le total PFAS, et le total dont la manière de calculer n'a pas encore été dite par l'Union européenne. Enfin bref, en tout cas, ça donne une indication. Et bien sûr, à chaque fois, la SWDE dit que l'eau respecte la législation en vigueur. On a essayé d'un petit peu vulgariser le rapport en expliquant ce qui était, on va dire, indicatif et obligatoire. Et donc, tous les indices ou les normes sont respectés actuellement à SW2. Par rapport à l'INBW, donc le gouvernement wallon a donné une mission à la SWDE et aux autres fournisseurs de pouvoir calculer les PFAS, alors qu'ils n'étaient pas obligés, entre guillemets, vu que la législation c'est pour 2026. INBW n'est pas encore prêt, donc suite aux différentes actualités, ils ont lancé la procédure, donc ils ont terminé les tests la semaine passée, et on aura les tests, le résultat des tests mi-décembre. Si jamais il y a de contamination, donc on dépasse les 100 nanogrammes, la commune sera tenue au courant et on tiendra au courant sur la population. Dans tous les cas, on sera tenu au courant et donc on communiquera. On a également mis le courrier d'INBW qui précise cela. INBW dit également que la qualité de ces eaux respecte la législation en vigueur et donc ne donne pas de contre-indication de consommer de l'eau au Bonvillers, enfin à Villers-Perouin, et y compris dans l'ensemble du Brabant wallon, qui, la plupart des communes Brabant wallon utilisent l'eau d'INBW.
Voilà, et donc il y a un article assez complet sur le site internet. On a communiqué via les réseaux sociaux également. Et alors je profitais du conseil communal pour communiquer, pour que tout le monde ait le même degré d'info. Je ne sais pas s'il y a des informations, des demandes complémentaires par rapport à ce dossier. Non? Ok. Alors il y avait un troisième divers que je voulais entamer avant d'ouvrir la séance. C'est concernant le projet éolien à Marbais. Pour rappel, on avait fait de la pub dans le toute boîte, comme quoi il y avait une réunion le 13 novembre qui a eu lieu. Donc nous, on a déjà eu plusieurs fois la présentation en collège. Et donc j'attirais quand même votre attention parce que la volonté est de quand même de suivre correctement le dossier et d'éventuellement faire un comité d'accompagnement. Je ne sais pas encore la formule. J'ai eu pas mal de citoyens qui sont revenus vers moi de Versteroin pour qu'on suive le dossier. Mais donc on suit le dossier déjà depuis le début. Donc pour rappel, c'est quoi? C'est 11 éoliennes que tout le monde connaît. C'était le premier champ d'éoliennes qu'on a connu près de chez nous qui passe de 11 à 9 éoliennes. Il y aura 8 sur Villers-la-Ville et une sur Villers-Perroin. Alors, le grand débat dans ce dossier, c'est qu'ils vont augmenter la hauteur de l'éolienne. On passerait de 121 mètres à entre 180 et 230 mètres. Donc potentiellement, ça peut avoir des impacts importants sur le paysage et sur les Villersois et sur d'autres ménages. La plus-value, par contre, c'est qu'avec 9 éoliennes, ils arrivent à quasiment tripler le nombre de ménages qui peuvent bénéficier de l'énergie éolienne, et on double, fois 2,5 la production annuelle. Enfin voilà. Et donc c'est un dossier qu'on suit bien. Et donc la population a 15 jours de mémoire au départ de la RIE, enfin la RIP, la réunion d'information préalable, pour faire leurs remarques, ce qui n'empêche que nous, la commune, on a tout le temps le loisir de pouvoir donner nos informations. Donc, on n'est pas pressé par le temps. Vous voyez un peu le projet Aspiravie et le projet Clé, le temps qu'ils mettent, ça fait quasiment 2 ans ou 2 ans et demi qu'ils sont dans l'étude d'incidence. Je ne sais même pas où on est l'étude d'incidence Clé, elle devrait arriver un jour. Mais donc, on est sur un projet à moyen et long terme. Et donc, on essaiera de collationner l'ensemble des remarques des citoyens, même après les 15 jours, pour pouvoir faire étudier les différentes craintes des riverains au niveau des Villersois. Voilà, je ne sais pas s'il y avait des remarques ou pas. Non? Alors, je continue pour les points en urgence avant de commencer la séance officielle. On souhaiterait ajouter 5 points. Il y a d'abord un point d'une interpellation d'une citoyenne qui est ici. Et donc, on ne savait pas si Madame Roselaer, je le dis bien, je ne sais pas si Roselaer, allait venir ou pas, donc on ne l'avait pas mis. Mais donc, Madame est venue, donc on va l'ajouter en point d'urgence. Ça concerne la 5G. Ensuite, il y aura un point sur le taux de couverture, ça que vous avez reçu par mail, et l'ordre du jour de 3 intercommunales, IDFIN, Sénéo et YTEC. Alors, pour pouvoir accepter d'ajouter ces points, il faut la majorité des 2 tiers. Est-ce que vous souhaitez voter toi une fois ou... Ok. Muriel? Ok. Mais donc, pour l'ajout de ces points, et puis on parlera du contenu. Anne? Oui. 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 Et oui. Alors, on va approuver le procès verbal et puis on donnera directement la parole à Madame, comme ça, on vous libérera. Le procès verbal de la séance du 16 octobre 2023, est-ce qu'il y a des remarques? On peut voter. Anne? Oui. 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 Et oui. Alors, on va donner la parole à Madame. Si vous voulez bien venir à côté de Muriel, comme ça, on vous entend dans le poste. C'est une interpellation concernant le déploiement de la 5G. Donc, vous avez l'occasion de vous exprimer, donc de lire votre interpellation, et j'essaierai de vous répondre avec des éléments d'information que notre juriste et nos services ont trouvés. Bonsoir, merci de me recevoir. Donc moi je suis assez inquiète par rapport à l'augmentation des antennes et enfin de tout ce parce qu'on n'a pas encore de vue sur ce qui peut réellement impacter sur notre santé. J'avais cru comprendre que la commune des Bons-Villers n'est pas favorable au déploiement des antennes 5G. Est-ce que vous avez déjà pensé à demander ou obtenu des rapports indépendants?
Et où en est-on techniquement sur le déploiement de la 5G au niveau de la commune? Parce qu'en fait, moi, j'ai une question qui vient du fait que j'ai assisté au conseil communal au mois de septembre, auquel vous aviez parlé, concernant l'urbanisme, d'une autorisation à Proximus pour mettre des boîtiers sur les maisons. Et ça ne concerne pas la 5G, ça? Non. Ah, c'était une inquiétude que j'avais aussi. Bah, je peux peut-être déjà vous répondre. Et peut-être, donc, pour rappel, l'ensemble de l'intervention doit durer 10 minutes. Okay. Et on a commencé à 40, donc on a encore 8 minutes. Oui, pas de souci. Voilà, j'ai oublié de vous le dire. Donc simplement pour vous dire par rapport à la 5G, ben, vous savez que la Wallonie est la seule région dans l'Union européenne à ne plus avoir de 5G. Avec, donc si vous regardez une carte de la 5G au niveau européen, c'est assez frappant. Il y a un petit village de Gaulois qu'est la Wallonie qui n'a toujours pas de 5G ou partiellement. Nous étions passés en conseil, on avait fait une motion qui demandait de suspendre le déploiement de la 5G par rapport à Proximus. C'était le 18 mai 2020. Pourquoi? Parce que, en fait, ça venait du problème que Proximus, on était à l'époque en plein Covid, avait développé ou avait annoncé qu'il développerait la 5G en Wallonie. Et il n'y avait pas eu... aucune commune n'avait été prévenue, il n'y avait pas eu de réunion citoyenne pour expliquer comment ça se passait. Et donc, suite à cela, la région wallonne s'est emparée du dossier, vu que c'est une compétence, tout ce qui est antenne, exposition, etc., est une compétence dans la région wallonne. Ce fut long, je pense, parce qu'ils ont mis 3 ans ou 4 ans pour baliser la 5G au niveau du développement en Wallonie. Et donc, il y a eu un décret qui a été adopté le 8 décembre 2022. Et donc, ce décret a mis plusieurs balises. Je ne suis pas un technicien de la 5G, parce que je sais bien que le bourgmestre doit connaître beaucoup de choses, mais tout ce qui est vol par mètre, gigahertz, etc. Tout ce que je peux vous dire, c'est que au niveau de la 5G, il y a plusieurs types de 5G. Il y a des 5G, on va dire, qu'ils appellent basses, médianes et hautes. Et au plus c'est haut, au plus il y a des expositions qu'ils appellent volts par mètre. Et donc la région wallonne a décidé de limiter à la valeur médiane qui est de 20 gigahertz, sachant qu'ils peuvent monter jusqu'à 300 gigahertz. Donc il y a déjà une balise qui a été mise là-bas. Donc ça veut dire en Wallonie, on peut pas faire tout ce qu'on veut en termes de gigahertz, mais peut-être que vous avez déjà l'info. Et deuxième chose aussi, c'est que par rapport aux antennes, ils ont limité ce que pouvait émettre une antenne. C'est une valeur qui s'appelle volt par mètre. Et si on le transforme en hertz, c'est en mégahertz. Et donc c'est une limite de 9,2 volts par mètre. Et alors ce qu'ils ont mis aussi, c'est que comme il y a Telenet, Orange, Proximus, qui pourraient mettre la même antenne au même endroit, il y a aussi une valeur cumulative qu'on ne peut pas dépasser. Et cette valeur cumulative est 18,4 volts par mètre. Donc ça, c'est ce que la région wallonne a mis en œuvre. Ce qu'ils ont mis aussi comme balise, c'est qu'ils ont permis... Donc il y a une étude sur 10 ans pour surveiller les effets sur la population et l'environnement. Donc c'est une étude financée par la région wallonne. Il y a aussi une possibilité pour les communes de demander un contrôle de l'exposition des ondes, ce qui n'a pas encore été fait chez nous, parce qu'on n'a pas connaissance qu'il y a de la 5G chez nous. Et il y a une surveillance constante des niveaux d'exposition de la population à travers un relevé continu de l'exposition globale du public. Donc ça, c'est la région wallonne qui va calculer. Et donc, en gros, la région wallonne va vérifier est-ce qu'on respecte bien ces balises. Alors, dans notre motion qu'on avait votée à l'époque, on demandait également de plutôt privilégier la fibre optique. Donc, pour répondre à votre question, suite à cette motion, on avait pris contact avec Proximus, parce qu'on voyait que d'autres villes et communes en Wallonie mettaient de la fibre optique. Et donc, on se demandait un peu comment Proximus décidait. Et donc, il y a eu un accord avec Proximus pour qu'ils développent la fibre optique à partir de fin 2024, début 2025. Et c'est là qu'il y aurait des boîtiers. Mais le jour où on fait ça, il y aura des réunions citoyennes pour expliquer un peu l'impact que ça va avoir sur la population. Mais
il va pas avoir des impacts d'onde, ce sera plutôt des impacts plutôt sur la façade, donc un boîtier sur la façade, ou alors travailler sur les voiries communales, parce que tout ne se fera pas de manière aérienne, il y aura une partie qui se fera aussi de manière en voirie, dans le sol. Voilà un peu ce que je pouvais dire par rapport à ça. Et donc, ce qu'il y a aussi, c'est que par rapport aux antennes, la région wallonne n'a pas demandé de permis, c'est juste une déclaration environnementale. Donc en gros, ils doivent juste prévenir la commune qu'ils vont avoir une antenne émettrice de 5G, ce que nous n'avons pas encore eu pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de 5G dans la zone, ça veut dire peut-être que Épigny, Pontacelle ou d'autres personnes ont accepté des antennes actuellement. De toute façon, c'est une autorisation, mais par rapport au décret. Donc nous, on ne peut pas dire sur simple, nous on n'aime pas le 5G, on le refuse. Donc c'est par rapport au décret, c'est une déclaration. Donc en 48 heures, ils en accusent de réception comme quoi c'est OK s'ils respectent le décret. Donc c'est même pas une décision qui passe en collège, c'est quelque chose de très administratif. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à la 5G au Bonvillers. Je ne sais pas si vous pouvez, je ne sais pas quelle heure il est. On a encore 2 minutes. Non, c'est parce qu'autour de moi, je connais déjà au moins 2 personnes qui sont hypersensibles actuellement déjà dans l'état comme ça, dont une personne qui est dans la région, donc avec obligé de tout couper à des moments, sinon... ça pour le Wi-Fi par exemple. Oui. Ou quand... je connaissais quelqu'un aussi quand une grippe, un état grippal par exemple, ne supportait pas d'avoir son téléphone proche, enfin des choses... parfois, donc, je pense que c'est pas tout à fait sans impact sur notre santé. Mais donc, les communes ont la possibilité de demander un contrôle des expositions des ondes à la région wallonne. On n'a jamais fait appel à cela, mais c'est par rapport au 5G, c'est pas par rapport au Wi-Fi ou à d'autres choses. Et on n'a pas développé, nous, on n'a pas lancé d'études de santé publique sur. C'est déjà, je pense que la région wallonne ne s'est même pas mis d'accord sur les études qu'ils ont reçues, parce qu'ils avaient plusieurs... Je vous invite peut-être à aller lire toutes les auditions qu'ils ont eues avec des experts de part et d'autre. Et donc, là où la région wallonne estimait qu'il y avait un flou, c'est là qu'ils ont limité, qu'ils ont mis des balises, où il n'y avait pas de consensus scientifique par rapport à cela. D'accord. Mais je vais déjà aller voir le décret, là. S'il faut, je reviendrai vers vous. Ok, n'hésitez pas. Voilà, merci beaucoup. De rien. Voilà, on est aux 10 minutes. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Je ne sais pas si vous voulez réagir. Oui. Attends, oui. Juste une question, si tu veux bien. Tu as dit en commençant que la région wallonne était la seule région qui n'avait pas la 5G. Et puis tu nous dis qu'il y a des études qui sont faites pour mesurer les effets. Donc on a la 5G ou on n'a pas la 5G? Donc pour l'instant, la 5G est en train de depuis le décret, des balises existent. Et donc, ça date de pas longtemps, ça date de décembre 2022. Je ne sais même pas s'il y a des arrêtés d'exécution derrière, je n'ai pas été aussi loin dans le processus. Mais en tout cas, les opérateurs savent maintenant quelles normes ils peuvent émettre pour leur 5G. Donc, ça veut dire qu'en Wallonie, tu auras de la 5G, mais pas de la 5G totale, et tu auras une 5G médiane. Mais elle est déjà en cours de déploiement. Tout à fait. Okay. Merci. Voilà, merci beaucoup. Vous pouvez vous remettre à votre place ou rester dans le public si vous le souhaitez. Alors, mais donc je continue. Donc il y avait la présentation du tableau des travaux de rénovation d'agrandissement du complexe sportif. Donc l'idée n'est pas de vous refaire la présentation que vous avez eue jeudi à la réunion citoyenne. C'était surtout attirer votre attention sur le fait que, enfin, on a le marché de développement du complexe a été lancé, il a été attribué. Maintenant, on est dans une période de standstill, donc on doit attendre que les autres soumissionnaires réagissent dans un sens ou dans un autre. On espère qu'ils ne vont pas réagir, sinon ça risque peut-être de retarder le dossier. Et qu'on a eu l'accord de la région wallonne. Vous avez, on peut peut-être distribuer le PowerPoint, mais qui a été revu très largement pour ne pas faire des redites par rapport à ce que vous connaissez. C'est 1 pour 2 ou 3 personnes. Les gens qui regardent sur Internet peuvent l'avoir. Voilà. Ah, attends, ici, il y en a une autre. Ah non, c'est ici, voilà.
Donc, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport au complexe sportif? C'est un complet, en fait. C'est un PowerPoint complet. Normalement, il y en a... Ça va, vous avez... Donc, simplement, le complexe sportif, pour rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas, le complexe sportif est géré par la Régie communale autonome, qui est en fait une émanation du conseil communal. Et c'est le conseil communal, donc le conseil d'administration du conseil communal, qui sont la plupart des conseillers communaux, ont voté à l'unanimité pour ce que je vais vous présenter. Et donc, pour rappel, le complexe, la vue du complexe sportif, vous l'avez à la 2e page. Donc, on va faire une nouvelle cafétéria, un nouveau hall sportif de 2 plateaux et 2 terrains de paddle. Alors, vous avez les vues avant, les vues arrière. Pour ceux qui veulent aller plus dans le détail, je vous invite à aller revoir la réunion citoyenne qui est sur le site de la commune déjà. Et donc, quels investissements? Mais c'était un peu pour remettre un peu tout correctement pour les conseillers. Donc, les investissements qui ont été réalisés, il y a le terrain de foot synthétique qui a été terminé en novembre 2018, le terrain de foot engazonné qui est le fin août 2019, la stabilisation et aménagement de la tribune de foot fin mars 2020 et l'éclairage du LED du terrain de foot. Donc là, il y avait eu un budget infrasport de 840 000 euros. Il y avait eu un emprunt à l'époque pour payer ces travaux-là. Ensuite, il y a l'achat des machines d'entretien, donc pour les terrains engazonnés, le puits artésien pour limiter l'utilisation d'eau, on va dire, du robinet. Et il y a eu l'achat des parcelles. Donc vous avez le terrain synthétique avant-après, le terrain engazonné, la tribune. C'est un peu pour illustrer. Ce qui est déjà réalisé également, c'est la piscine d'apprentissage, dont un dojo au-dessus de 125 mètres carrés et une conciergerie de 70 mètres carrés. Donc, pour rappel, la commune ne paie rien dans ce dossier en termes d'investissement et le privé a investi 2 600 000 euros dans le projet. On a d'ailleurs inauguré mercredi la piscine. Il y aura aussi, le privé devra faire l'aménagement de la voirie interne et 40 places de parking. Je vous ai remis dans le slide la partie en mauve, piscine d'apprentissage et aménagement de voirie, la partie que le privé doit terminer. Alors, les investissements en cours, il y a les 12 terrains de pétanque couverts. Et donc là, l'idée, c'est qu'on ferme le bâtiment en décembre, ici 2023, et qu'on termine les travaux en avril 2024. Et donc, vous avez un petit peu les terrains de pétanque avant et ce que ça va devenir après. Et alors, ce dont on parle aujourd'hui, et si je fais un petit point, c'est vraiment les investissements en cours. Donc, les 2 terrains de paddle, le hall couvert, les techniques spéciales. Et donc, il va y avoir quand même pas mal de travaux. Donc, le complexe va être perturbé pendant 15 mois minimum. Et donc, il y a la cafétéria qui va être faite. Donc, on va passer de 100 places à 250 places. Il y a 2 terrains de paddle couverts qui seront isolés d'un point de vue acoustique. Et puis, il y a l'investissement en cours qui est un hall couvert pour 2 plateaux. Et donc là-bas, ce sera à prédominance tennistique. Mais pour avoir le subside, on a dû multiplier le nombre de sports, ce qui est assez logique. Hein. Et donc, on a utilisé du chevron 600 qui est un revêtement polyvalent. Et donc, pour du badminton, tennis de table, basket, volleyball. Et alors, dans ce plateau, il y aura des espaces de stockage, des vestiaires, ce qu'on n'avions pas prévu au départ, mais comme on a eu un subside du ministre des Sports en Wallonie d'1,9 million, on a dû les mettre. Et donc, ce qui est important, voilà, le projet se fait. Et donc, notre but à nous, c'est de maintenir le complexe ouvert pendant les travaux et de sécuriser le site. Donc, il y aura 2 phases. Donc, actuellement, il y a 3 ouvriers de la commune et du complexe qui travaillent à temps plein pour préparer la phase des abords. Et donc, vous allez voir des choses qui vont changer, des endroits qui vont être barricadés, donc ne vous étonnez pas. Et ça, c'est de novembre et avril. Et puis, il y aura la phase du soumissionnaire qui devrait commencer, si tout va bien, fin janvier, début février. Vous devez savoir que la cafétéria va être démolie, donc il y a une nouvelle cafétéria dans des containers qui sont déjà là sur les parkings, qui vont être mis derrière la cafétéria actuelle et entre le terrain engazonné. Là-bas va y avoir une nouvelle cafétéria qui sera temporaire. Hein. Et donc, le but, c'est de faire un transfert de la cafétéria le moins long possible pour que le concessionnaire puisse ouvrir le plus longtemps possible. Rappelez aussi qu'il y a des arbres et des haies prévus dans le permis qui seront retirés. Donc, ne criez pas au scandale. Donc, c'est prévu dans le permis et c'est compensé x3. Donc, on sera bien dans les clous par rapport à cela.
et qu'il y aura une fermeture probablement exceptionnelle de 1 à 3 semaines, parce qu'à un moment, il faut retirer toutes les techniques spéciales qui sont dans la cafétéria pour les déplacer à l'endroit où sera faite la future cabine électrique. Et donc, ça veut dire que le complexe ne sera pas utilisé pendant cette phase-là, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'électricité dehors, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Peut-être à part en journée si le temps le permet, mais il risque pendant 1 à 3 semaines d'être fermé. C'est la seule période où ce sera fermé. Donc il faut compter 15 mois de travaux à partir de maintenant. Alors il y a les 2 entrées du parking qui vont rester ouvertes. On va récupérer des parkings car il y a des déplacements de containers que vous avez vus qui ont apparu il y a 1 an plus ou moins. Il y aura du fléchage au sein du site. Il y a un contact travaux qui est le directeur des travaux qui sera là en permanence. Donc s'il y a un problème, il faut passer par lui. Et alors il y a une communication de différentes phases à la fois sur les réseaux, des mails aux utilisateurs et à l'affichage dans la cafétéria. Donc voilà ce que je peux dire. Et alors il restera après tous ces travaux-là des investissements à réaliser, donc l'aire de convivialité, et donc via des subsides PCDR, une aire de parking via subside PCDR, l'aménagement Jean-Baptiste Loriot via subside PCDR, la pose de panneaux photovoltaïques via le tiers investisseur qu'on a validé ici en conseil, et puis il y aura l'aménagement de la toiture existante pour lequel on a eu 90% de subsides. Donc pas mal de personnes me demandent mais pourquoi on ne rénove pas d'abord le toit avant de faire autre chose, mais en fait si on fait ça, on ferme le complexe pendant 9 mois. Et donc la toiture, et là 90% de 600 000 €, donc ça veut dire que la commune va faire de grosses économies, surtout qu'il y aura tout ce qui est chauffe-eau, solaire, etc. prévu dans le subside là. Et donc les 10% que la commune payera vont être remboursés en fait par les économies qu'on allait faire. Voilà un peu le topo. On a déjà parlé longuement au conseil d'administration, pour ceux qui sont dans le conseil d'administration. On a fait une réunion citoyenne, mais le but c'est que tout le monde soit au courant des travaux, que tout le monde ait le même degré d'information. Voilà, je ne sais pas s'il y avait des remarques. Je pense qu'on a déjà beaucoup discuté en conseil d'administration, donc voilà. Mais voilà, donc c'était juste une information. Donc je propose de continuer alors le conseil normal. Donc le point 3 est une communication des décisions de l'autorité de tutelle. Et donc on a un accord de la tutelle pour la répétition de notre marché d'emprunt et de notre ROI du conseil communal. C'est une communication, ça ne demande pas d'explication, je pense. Le point 4 concerne le règlement de taxes sur les immeubles inoccupés. Donc pour rappel, on a fait de des immeubles inoccupés une priorité, estimant qu'il y a une trentaine, voire une quarantaine de logements inoccupés sur la commune des Bonvillers, où c'est compliqué que ça bouge, même s'il y en a qui bougent parfois via les courriers. On est passé au conseil du mois d'octobre avec une convention avec les impétrants pour pouvoir avoir une estimation. Eh bien, on doit le mettre maintenant dans le règlement de taxes, simplement qu'on va utiliser finalement la consommation d'eau, d'électricité via les impétrants pour pouvoir savoir si le logement est occupé ou pas en fait. C'est le meilleur moyen de savoir si c'est occupé. On a de toutes les excuses. Notre but c'est pas d'avoir une taxe, hein. Le but c'est vraiment donc c'est 2500 €, je pense maximum par habitation. 180 € par mètre. Oui. Et il y a un maximum. On est au maximum de la circulaire budgétaire. Le but c'est pas d'avoir le budget. Le but c'est vraiment que les gens bougent en fait. Et donc soit qu'ils revendent leurs biens pour que quelqu'un investisse, soit qu'ils fassent les travaux. Voilà un peu ce qu'il en est. Je ne sais pas s'il y a des remarques. On peut voter Anne? Oui. 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 Et oui, le point 5 concerne la fabrique d'église, donc une modification budgétaire de 70 € à l'ordinaire. Voilà. Il y aura un courrier vis-à-vis du fabrique d'église pour éviter qu'on fasse des modifications budgétaires pour 70 €. Donc il sera envoyé à l'initiale 2024. Mais voilà, donc il y a une augmentation de 70 €, je pense qu'on peut l'accepter en MB2. Anne? Oui. 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 Et oui, le point 6 concerne une procédure voirie. Et donc, quand on touche à la voirie pour un projet privé, le conseil communal est compétent pour l'accepter ou ne pas l'accepter. Ici, il s'agit d'une demande d'un permis d'urbanisme de 3 habitations, rue Gaston-Moto. Pour ceux qui connaissent, c'est vraiment les box du manège qui seraient transformées en 3 habitations. Et donc, il a été décidé de refuser, non pas qu'on ait
contre le projet, même si la CTM était assez divisée. C'est plutôt que l'opérateur, suite à une réunion avec les riverains, parce que lors de l'enquête publique, il y avait eu des riverains qui s'étaient plaints, on a fait une réunion avec les riverains où on s'était engagé, et l'opérateur s'était engagé à venir avec des informations complémentaires pour la gestion en fait, du manège, parce que le manège va toujours subsister, mais il y a aussi des appartements qui se créent, etc. Et donc on voulait avoir une sorte de master plan pour savoir comment allait se passer le parking, comment allaient se passer les entrées et les venues du manège. Finalement, le projet ne se fait pas dans leur chef, donc ils n'ont pas remis la note d'information. Et donc, pour clôturer le dossier, on passe officiellement avec cette procédure de voirie, où du coup on refuse, vu qu'on s'était engagé à avancer dans ce dossier si on avait une vue globale sur le projet. Voilà, c'est une décision de refus de la modification de la voirie. Même s'il y avait un projet qui était déposé, a priori là-bas ils peuvent faire 2 habitations en termes de schéma de structure. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des remarques. Oui. Oui, moi je voudrais faire 2 sortes de remarques. D'abord des remarques sur ce projet-ci en particulier, et puis après des remarques plus générales sur les permis d'urbanisme. Alors je trouve que dans ce projet qui était de 3 maisons, j'entends bien qu'il s'écarte un petit peu du schéma de structure puisque ça devrait être 2, mais il y a quand même des espacements prévus pour 6 voitures sur le terrain privé, ce qui est quand même un bel effort du promoteur, enfin en tout cas de l'auteur de projet, puisque c'est quand même supérieur à la demande normalement demandée d'un parking, 3,4, je ne sais plus, par habitation. Il y a un deuxième point que je trouvais quand même pas mal positif, c'est la création d'un trottoir de 36 mètres. Or, si je ne me trompe pas, votre groupe a vraiment une volonté de créer des trottoirs, et donc c'était déjà 36 mètres de gagné. Après, j'ai bien lu les avis des riverains, j'entends bien qu'ils parlent du problème de mobilité, donc qui consiste au stationnement et au passage de véhicules. Alors moi, si je ne me trompe pas, si on démolit une 10-12 box, ça veut dire quand même 10-12 cavaliers qui ne viendront plus 3-4 fois par semaine, donc c'est des voitures qui ne passeront plus, c'est des voitures qui ne stationneront plus, et donc à mettre en balance avec la création de 3 maisons. Bon. Oui, mais en fait, ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a un projet dans l'immeuble de 4 appartements, oui, et donc on voulait une vue globale, en fait. Voilà. Parce qu'en fait... J'entends bien, mais je trouve que c'est sympa si on peut chacun développer dans l'ensemble nos idées, et puis on se... Ah, ok, continue, oui, vas-y. Voilà. Donc moi, ça, c'était une remarque. En termes de mobilité, je trouve qu'effectivement, il n'y a peut-être pas la vue, comme tu dis, master plan, mais justement, j'en viens à la 4e remarque. Je trouve que la CCATM, les riverains, c'est peut-être pas vraiment leur rôle et leur droit, quelque part, de se mêler de la gestion du manège. Ça ne les regarde pas, comment le manège va faire venir son fourrage, comment ils vont évacuer leur fumier. C'est le problème de la gestionnaire du manège. Je trouve que là, c'est un petit peu inquisiteur dans le chef de la CCATM ou des riverains de se mêler de comment sera faite l'organisation. Voilà, ça c'est un premier, par rapport au projet en particulier. Et puis alors, moi c'est plus une remarque générale sur l'attribution des permis. Donc là, ici, puisqu'il n'y a pas l'accès à puisque donc le trottoir ne soit pas créé, on sent bien qu'on va vers un refus de ce permis, ou en tout cas on peut s'en inquiéter. Et donc moi je trouve que quelle est la valeur démocratique alors d'avoir des cadres légaux, d'avoir un schéma de structure, d'avoir des normes, des prescrits à respecter, s'il suffit que 2 ou 3 personnes donnent leur avis et qu'on arrête un permis? Alors arrêtons d'être des élus, hein. Vous, monsieur le bourgmestre, les gens de l'urbanisme, c'est votre rôle que de faire respecter ces règles-là. Il suffit alors de faire des référendums et c'est les gens qui décident, on construit pas. C'est une remarque un peu générale. Et puis, moi, ce que je crains ici, c'est que, voilà, il va falloir motiver ce refus. Parce que si le promoteur n'est pas hors du cadre, il me contredira après, mais si je ne me trompe, s'il est bien dans le cadre ou à peu près bien, il y a des chances que son refus sera octroyé quand il ira à la région wallonne. Et donc, je trouve que c'est un peu facile parce qu'alors ça va vous permettre de vous dédouaner et dire oui, ces maisons sont construites, nous on ne voulait pas, et vous laissez vous envoyer la patate chaude au-dessus. Alors que ce promoteur, semble-t-il, joue assez bien le jeu des demandes et de ce qu'il peut faire ou pas faire, quoi. Voilà, c'est un avis. Par rapport mais donc, en fait, quand on accepte un permis, on essaie de voir
une vue globale. Si tu n'es que dans un sens des riverains, et on ne prend pas parti des riverains, parce que nous, on était plutôt positifs pour le projet les 3 habitations, pour nous, ça pourrait se mettre. La seule chose qu'on n'avait pas, qui était aussi une demande à la base de notre part, c'était d'avoir une vue globale. Comment va se passer le stationnement? Comment va se passer? Parce que nous, quand on octroie un permis et faire croire que après tu ne dois pas gérer les emmerdes entre les riverains, c'est ce qu'on fait en permanence. Et donc, on commence à un peu avoir l'habitude de donner des permis et on essaye à chaque fois de faire en sorte de trouver le consensus entre les riverains. C'est pour ça que ce serait beaucoup plus facile pour nous de dire enquête publique et après on donne le permis. Le but c'était de trouver, et on avait trouvé le juste équilibre, c'était si le promoteur nous donnait la manière dont il organisait les choses, le permis il l'aurait. Et ça il le sait, on lui a dit. Mais encore une fois... Ouais, il s'est retiré en fait parce qu'en fait il s'est cabré. Oui, et donc voilà. Encore une fois, le promoteur, c'est la construction des 3 maisons. Est-ce que c'est à lui à aller... Ah mais non, mais il travaille pour la personne qui possède, donc ça veut dire que cette personne-là, et on ne demandait pas quelque chose d'ingénieur, on voulait savoir simplement comment allaient se passer les entrées et les sorties, et comment on allait jauger tout ça, parce qu'il y avait 4 plus 5, ça veut dire qu'il y avait potentiellement 9 unités sur la totalité de l'ensemble, plus l'activité du manège. Et donc voilà. Deuxième chose, par rapport le fait de se dédouaner, je pense que c'est un peu gros de ta part, parce que je te parle du gros dossier à Villers-Pérouin où vous êtes complètement dédouané dans ce projet, mais nous, globalement, 99,9% des dossiers, on prend une décision, et ici, on passe ici parce que c'est un décret voirie, mais a priori on ne passerait pas, et en fait on a rappelé au moins 5 ou 6 fois le promoteur, même moi personnellement, en disant si tu veux qu'on puisse statuer sur le permis, donne-nous les arguments de parking, il ne l'a pas fait en disant finalement le projet tombe à l'eau, voilà. Donc on l'a laissé, et c'est pour ça que ça prend tant de temps entre le moment. Parce que la réunion des riverains, on l'a eu au mois de mars de mémoire, mars-avril. Et donc, voilà, il l'a pas remis. Pourtant, on l'a rappelé 5 ou 6 fois. Donc voilà, mais après, ce qui n'empêche que potentiellement, il pourrait avoir le permis par le ministre compétent. Pas de souci, ça fait partie du dossier. Voilà, sauf que moi, objectivement, je ne sais pas comment va se passer le stationnement là-bas et comment on va réguler les allées et venues du manège. Et quand tu penses à un permis, tu penses aussi de manière globale et pas que pour telle partie, dans une autre, tu penses à l'intérêt global. Je ne sais pas si j'ai... Ah oui, tu l'as. Oui, j'entends bien, mais encore une fois, on a juste imaginé ce qu'il y aurait en plus, on n'a pas pris en compte ce qu'il y aura en moins. Et donc clairement, le moins des 10-12 box qu'il y aura, plus de l'autre côté, effectivement, il y a aussi des box qui vont être condamnés pour faire des habitations. C'est un fonctionnement qui va changer complètement. Eh ben, c'est ce qu'on a demandé, qu'on nous explique le fonctionnement. J'entends bien. Est-ce qu'on n'a pas reçu? Mais tout ça fait aussi, il faut se mettre aussi, parfois je pense, à la place du promoteur qui essaye de lancer un projet. Tout ça fait que, tu le dis toi-même, depuis le mois il a rentré son permis en décembre, un truc comme ça, décembre, janvier. On est 1 an après, il n'y a rien qui passe, ils abandonnent. Voilà, et donc... Mais en fait, ça n'avance pas. Parce qu'il n'a pas remis la note. Oui, mais parce que dans un permis, il y a une étape qui est cadrée enquête publique. On rajoute ici, parce que c'est votre choix, c'est une décision politique, je la respecte, on fait des réunions citoyennes. Ça veut dire qu'on donne du temps aux gens et on rallonge tous ces délais de réponse, de demande. C'est faux. Qui font... Ah si, il y a non, c'est faux. Après l'enquête publique, il y a une réunion, c'est écrit une réunion. Oui, mais qui n'a pas bloqué le permis parce qu'on était toujours dans les délais à ce moment-là. Je n'ai pas dit que ça bloquait, j'ai dit que ça ralentit et ça décourage à un moment. C'est faux, totalement faux. Ce que tu dis est faux. Donc, ça veut dire que tu as 115 jours ou 145 jours selon les... Et donc, l'enquête publique, tu les fais par exemple les 30 premiers jours. Pendant ce temps-là, tu demandes toute une série d'avis. Pendant qu'on demande la série d'avis, nous essayons d'avoir les riverains. Et pourquoi on fait ça? Ce serait beaucoup plus facile de dire « débrouillez-vous ». C'est pour éviter justement... c'est essayer de trouver un équilibre entre chacun pour éviter que tout le monde perde de l'argent et judiciariser le projet et arriver à des projets où finalement des gros projets qui se font, où la commune soit a tout perdu, ou le riverain a tout perdu. Et donc, vaut mieux une bonne discussion qui ne fait pas perdre de temps. Par contre, c'est vrai, ici...
le promoteur a perdu du temps parce que comme il n'a pas remis, et ce qu'on lui demandait, c'était pas, ça pouvait être un schéma, c'était juste expliquer et avoir des arguments. On les a pas eu. J'entends bien, mais on parle quand même pas d'un gros projet. On parle de la construction de 3 maisons. On se plaint qu'il n'y a pas assez d'habitat et on nous dit qu'il faut densifier le centre des villages. Voilà, c'est de nouveau, j'entends bien, des choix politiques et des avis différents. Mais voilà. Mais quand le promoteur sort de réunion, qui s'engage à donner, et qu'on parle avec les riverains, et que tout le monde a donné sa parole, et qui nous demande ça, ok, mais je peux te jurer que 8 projets sur 10 où on intervient et on met les gens autour de la table, ça permet c'est gagnant pour tout le monde. Et par contre, ça prend du temps, mais ça ne va pas retarder la procédure. Je suis heureuse de l'entendre. Par contre, ici, la procédure a pris du temps parce qu'on a laissé, en disant il va peut-être changer d'avis, on l'a relancé 2 ou 3 fois, oralement, de manière écrite. Voilà, elle dit avancer, ben on avance, point barre. Mais après, je peux comprendre décision, hein, pas de souci. Et je rappelle qu'on était pour le projet, donc on a mis un préavis positif en collège dans ce dossier. Manu, oui. Je voudrais compléter l'intervention de Marie-Cécile par 2 remarques. Tout d'abord, la comparaison que tu viens de nous rappeler avec un projet historique à Villers-Plouin. Je rappellerai quand même, si ma mémoire ne me fait pas défaut, que ce permis-là, il a été obtenu en recours. Il a été obtenu contre un avis du fonctionnaire délégué qui était, je reprends les termes, nettement négatif sur le projet. Je voudrais savoir si ici, il y a eu un avis du FD et si l'avis du FD était positif ou négatif. Donc ma comparaison... voilà, il faut quand même comparer. Non, mais ma comparaison était de dire, quand tu ne parles pas avec les riverains, tu perds. Et donc là, donc ça veut dire que si tu ne te parles pas avec les riverains, ça veut dire... les riverains, le promoteur et la commune ne parlent pas entre eux. Et si une fois tu perds la communication, eh bien tu perds dans le projet à Villers-Plouin, excuse-moi, la commune des Montvillers a tout perdu dans ce dossier. Parce qu'elle n'a pas négocié de charge d'urbanisme, globalement, elle n'a rien eu. Et si elle avait négocié, je pense qu'elle aurait pu avoir 2 ou 3 ou 400 000 euros. Et donc moi je trouve, oui, effectivement, c'est une occasion manquée. Donc c'est vrai, on prend du temps pour négocier avec les promoteurs et les riverains. Mais ce que je me refuse à chaque fois, j'ai tout le temps, même si on n'est pas d'accord et qu'on se dispute parfois avec les promoteurs, on ne coupe jamais le fil, parce que si tu fais ça, tu pars alors dans une inconnue qui est au niveau de la région wallonne, et alors une fois sur 2, ton permis est donné. Justement, c'est là que je trouve que la comparaison n'est pas exacte. Enfin, on va pas reprendre ce débat-là. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est qu'ici, on est bien d'accord que le conseil communal n'est pas compétent pour se prononcer sur le dossier de fond. Ouais. Le conseil communal se prononce sur la modification de voirie. Tu viens de l'évoquer toi-même, il est de l'ordre du possible que le demandeur, à terme, sur base d'un refus de l'administration communale, introduise un recours à l'autorité de tutelle, à savoir le ministre compétent région wallonne, voire un recours au Conseil d'État. N'est-il pas plus prudent, à partir du moment où la procédure voirie, la procédure voirie, qu'on l'accepte, que le Conseil communal l'accepte ou la refuse, n'est pas un indicatif pour... Le collège va garder son autonomie pour décider en son âme et conscience sur le permis à délivrer. Mmh. Et le demandeur va pouvoir, sur cette décision du collège communal, encore s'il le souhaite, introduire 1 voire 2 recours. Donc, nous, notre groupe, on est plutôt favorable à ne pas refuser la procédure voirie en laissant la porte ouverte. Ce n'est pas l'acceptation ou le refus de la procédure voirie qui va influencer et être un indicateur pour la suite du projet en termes de décision du projet d'urbanisme. Mais à un moment, il faut être conséquent. À partir du moment où ça fait 9 mois qu'on est avec le promoteur, qu'on lui dit qu'on ne va pas accepter, et puis qu'on se couche, à un moment, alors, ça veut dire que c'est la porte ouverte, ça veut dire que les gens qui viennent à la commune des Montvillers savent bien, in fine, je ne réponds pas à ce qui était demandé concrètement et simple. Même une page A4, ça aurait suffi. Moi, ce que je veux bien éventuellement, c'est reporter le point et qu'il doit laisser 1 mois pour qu'il redépose, pas de souci. Mais on l'a déjà fait 5 fois. Et donc moi, je veux bien. Nous, on est demandeurs. Nous,
Je sais même pas, moi, si c'est sa demande. Ah ben moi la demande, Voilà. moi je trouve que c'est sur le fond et la façon dont c'est géré. Je trouve que on laisse parfois beaucoup trop de place aux riverains, même à la CCATM. Ça ne sont jamais que des avis consultatifs. Oui, mais ça c'est vraiment Je sais pas moi. Jean-Jacques, il a une ferme. Est-ce que les riverains se mêlent de comment Jean-Jacques gère sa ferme? Oui, mais Jean-Jacques construit pas 9 habitations dans sa ferme. Sinon, il n'aurait pas l'occasion de le faire. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que, et ça, tu mets le point dessus. C'est ça qui nous différencie. Le fait de trouver, et moi je dis pas amen à tout ce que les riverains disent, hein, le fait de trouver un équilibre entre les riverains, les promoteurs, ça fait partie de notre ADN, et on a fait campagne là-dessus en 2018, et on refera campagne là-dessus en 2024. La seule chose qu'ici, c'est qu'il y avait une porte de sortie, on avait trouvé la porte de sortie. En fait, ce que je demandais simplement aux promoteurs, c'est qu'ils me donnent des arguments pour que je convainque les riverains, en gros. Ils me les ont pas donnés. Et en fait, les riverains, comme ils savent bien que j'essaie d'avoir trouvé un équilibre, ils ont confiance en moi. Et donc, comme je n'ai pas d'arguments, je ne sais pas donner d'arguments aux riverains. Parce que les riverains, ils vont aller au Conseil d'État, ça c'est sûr. Et donc, l'idée, c'est pas de judiciariser le truc. Le but, c'est que il suffit d'avoir 2 pages recto verso où on marque comment va se passer le stationnement, par où on va rentrer et sortir. Si ça c'est trop demandé, ben ok. Mais moi, ça permettait de sortir. Mais moi, je veux bien reporter le point. Hein. Si vous estimez. Pour notre groupe, le fait de reporter le point et de demander au demandeur lui fixer un délai d'1 mois pour répondre. Ça, j'ai fait 4 ou 5 fois. Ben oui, je vais bien le refaire. Hein. Faites-le encore une fois. On le refera. Mais moi, je veux bien reporter parce que ce projet n'est pas con. Oui, parce que encore une fois, ok, il y a un problème de mobilité, de stationnement dans cette rue-là. Mais c'est pas ces maisons-là qui ont leur parking privé, 2 emplacements par personne, et 6 voitures qui vont arriver par jour au maximum par rapport à des box. Si un jour t'es bourgmestre, je te le souhaite un jour, il faudra aussi que tu puisses penser autre que défendre une partie. Tu dois défendre toutes les parties. Tu ne peux pas défendre qu'une seule partie. Tu dois avoir une vue globale. Tu dois avoir une vue globale sur les plaintes que tu as habituellement dans cette rue-là, l'avis de la CTM, l'avis des riverains et le promoteur. Et en fait, nous, on trouve toujours des solutions pour trouver un point d'équilibre. Et on m'aurait donné des arguments, ce dossier, il passe. Et donc, le problème, c'est que je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi le promoteur réagit comme ça dans ce dossier, parce qu'il ne réagit pas du tout dans des autres dossiers comme ça. Donc voilà. Mais moi, je n'ai pas de souci à ce qu'on reporte le point, qu'on fasse un courrier officiel, ce qui a déjà été fait, un courriel, 2 coups de téléphone, un courriel de ma part, je pense de ta part aussi. Je pense qu'on l'a contacté au moins 5 fois. Et en disant, tu as 1 mois, et on essaie de repasser au mois de décembre. Moi, j'ai pas de souci. On peut reporter le point. Ce dossier-là, il attend depuis 200 jours. Il peut encore attendre 230 jours. Hein. C'est pas ça qui va changer. On reporte, vous voulez reporter? Vous êtes d'accord avec ça? Sur base du... Ok, pour un report, Anne? Oui. 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 Et oui. Alors, le point 7 concerne l'adhésion à la centrale d'achat du SPW concernant le prélèvement d'échantillons et d'essais en laboratoire pour revêtement hydrocarboné. Je pense que il n'y a pas trop de remarques. Anne? Oui. 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 Et oui. Le point 8, 9, 10, 11, 12. Revoilà les marchés de travaux du parc de Debelair. La tutelle souhaite qu'on fasse un point séparé pour chaque... oui. Mais bon, on n'a quand même pas perdu de temps parce que c'est la tutelle, on va dire, pouvoirs locaux, et ce qui a permis d'avancer dans la ruralité. Donc voilà. Mais donc, on va voter tous ensemble, mais ils auront un point différencié à chaque fois. Donc je vous rappelle, c'est l'aménagement du parc du château de Debelair. Il y a le portail, le tour de rampe cyclable à 157 000 €, le parcours santé à 15 000 €, l'abattage et l'agage, les plantations. Et donc là, on a un subside développement rural de 163 000 €, 18 000 € d'infrasport et de la WAP, donc l'agence du patrimoine, et la part communale de 70 000 €.
Donc voilà, donc du coup on pourra alors avoir l'accord de la tutelle, parce qu'il manquait de ça. Je propose de voter les 5 en même temps, de 8 à 12 alors. Non, une fois oui. Anne? Oui. 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 Et oui. Le point 13 concerne des actions de prévention de déchets Tibi, donc on renouvelle la délégation à Tibi. Le point 14 est lié également, c'est le fait de s'engager dans une démarche zéro déchet qui permet d'augmenter la subvention pour tout ce qui est sensibilisation et prévention de 30 cents à 80 cents par habitant. Je propose de voter les points 13 et 14 ensemble. Ok, Anne? Oui. 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 Et oui. Le point 15 concerne l'augmentation de la quote-part du contrat de rivière de 258 €. Ça va, si toutes les quotes-parts étaient juste de cette augmentation, je pense qu'on pourrait, voilà, il justifie l'augmentation des coûts. Je trouve que c'est même pas énormément. Et donc, ils nous augmentent de 10%. Donc, notre dotation annuelle est de 2500 € annuellement. Je propose de voter. Anne? Oui. 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 Oui, pardon. Oui. 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 Et oui. Le point 16, 17 et 18 sont liés entre eux. Ils concernent la préservation de l'environnement et la conservation de la nature. Donc, je vais essayer d'être le plus didactique possible. Et alors, si tu veux être complémentaire, n'hésite pas. Donc, il y a d'abord le règlement général de police. En fait, le règlement général de police, là, on retrouve toutes les infractions, que ça aille le bruit dans les commerces en passant par la qualité de l'air, etc. Il y a toujours plein de choses. Et donc, l'idée, c'est vraiment de mettre le focus sur tout ce qui est délinquance environnementale. Et donc, l'Union des villes et des communes wallonnes ont estimé que ce serait bien de le retirer du règlement de police, donc tout ce qui concerne la délinquance environnementale, et de le remettre dans un règlement en tant que tel, et donc c'est le point suivant. Et donc les articles 147 à 156 ont été retirés du règlement et ont été remis dans le nouveau règlement. Et alors ces articles-là ont été actualisés parce qu'il y a toute une série de décrets qui ont été actualisés au niveau wallon. Donc ces articles-là, en fait, on n'a rien inventé. On fait juste en sorte que les citoyens soient conscients de ce qu'on peut faire ou pas faire, et j'y reviendrai plus tard. Ensuite, il y a eu un toilettage très minime, mais par exemple, le quatuple est devenu code d'été, des choses comme ça ne demande pas beaucoup d'infos. Et donc, dans le règlement de police ici, qui est présent. Et puis, il y a les amendes de roulage. Comme le code de la route a changé, qu'on avait l'info, c'est plus 50, on passe de 55 à 58 € et 110 à 116 €. C'est pas nous qui avons fixé les limites, c'est ce qui s'applique déjà, mais comme ça, les citoyens, quand ils lisent le règlement communal, ils savent c'est quoi la vraie amende. Ça, c'était pour le point 16, et je présente le point 17 en même temps, et alors n'hésite pas à me contredire si je dis des bêtises. Il y a le point 17 qui est le règlement relatif à la préservation de l'environnement. Alors, il y a toute la première partie, qui est en fait les parties du règlement de police qui sont arrivées là, actualisées. Et donc, c'est là qu'on trouve tout ce qui concerne le décret déchets, le code de l'eau, les eaux de surface, les eaux usées, la consommation humaine, les eaux non navigables, les pesticides, la conservation de la nature, le bien-être animal, la pollution atmosphérique, etc. Donc, on a repris en fait ce que la région wallonne nous impose, et en fait, toute cette partie-là a été rédigée par l'Union des villes et communes wallonnes. Et ensuite, a été ajouté, à l'époque, en 2015, il y a un règlement communal sur le maillage écologique et biodiversité qui avait été pris en conseil communal. Et donc, on a essayé de l'actualiser également. Et dans ce règlement global, dans lequel on retrouve toutes les infractions, on a, entre guillemets, le bâton, mais on a aussi, on va dire, les carottes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on met en place pour essayer d'améliorer le maillage vert, la biodiversité au niveau des Montvillers. Et donc, deux grosses nouveautés par rapport à cela, c'est qu'il y a un régime de compensation quand tu coupes des arbres. Ça veut dire que depuis qu'on est au pouvoir, on se prend la tête quand il y a un permis ou quand quelqu'un demande une autorisation pour couper un arbre, comment on va le compenser. Et donc, en collège, ça prend parfois beaucoup de temps pour ça, donc on a essayé d'être clair par rapport aux demandeurs, et donc d'expliquer que quand on coupe un arbre,
quelles sont les compensations qui peuvent être données. Ce qu'on avait également aussi, c'est que des gens doivent parfois couper des arbres, mais qui n'ont pas le terrain pour pouvoir compenser sur leur terrain. Et donc on prévoit aussi, s'ils le veulent, une compensation financière. Donc s'ils ne savent pas planter l'arbre, ils peuvent passer par la compensation financière. Et en fait, c'est un fonds qui se crée et qui en fait alimente le fonds d'achat des arbres et qui permet de payer les arbres lors de la journée de l'arbre. Et donc ça, c'est la grosse nouveauté. Et donc je vous invite à lire l'article 25 du régime de compensation. Et donc si on abat un arbre d'une circonférence de moins d'1,50 m et à 1,20 m du sol, eh bien on doit remplacer par 2 arbres d'un calibre de 10 et 12. Et alors il y a le type d'arbre qu'on peut mettre, ou par 10 mètres de haies indigènes plantés de 2 ans, des plants de 2 ans, ou 2 plants de verger plants de 2 ans. Et chaque fois, ça est marqué, vous pouvez les lire, je ne vais pas faire l'ensemble des... Et alors ce qui est important aussi, c'est qu'on a mis des primes pour les bons villersois, pour les pollinisateurs et pour les arbres à haute tige, c'est ça, les arbres fruitiers à haute tige. Prime que tu ne peux pas avoir si c'est une compensation liée au fait que tu retires un arbre. Donc ça veut dire que les citoyens qui voudraient ajouter des arbres chez eux pour avoir des primes, elles sont limitées par rapport au budget disponible. Donc on a prévu 2 fois 2 000 € par an dans le budget de 2024, donc c'est pas énorme sur un budget de 13 000. Et c'est maximum 500 €, 80% de facture. Donc voilà, on pourrait mettre des hôtels à insectes, on pourrait financer cela. Ça existait déjà pour la prime biodiversité, hôtel, enfin, tout ce qui est pollinisateur, mais n'a jamais été mis en œuvre parce que la publicité, je pense, n'avait pas été faite auparavant, et même par nous, parce qu'on ne voyait pas très clair comment ça allait fonctionner. Voilà un peu ce qu'il en est. Et le point 18 concerne des redevances relatives à la propreté publique. Vous avez toutes les sanctions, ce que vous devez payer quand vous jetez des déchets à terre, mais il y a aussi, ce qu'on voulait faire aussi, c'est nos ouvriers vont ramasser les déchets de monsieur et madame tout le monde sur la voie publique. En plus de l'infraction et de l'amende que la personne pourrait avoir, eh bien, nous allons facturer une redevance du coût finalement de l'ouvrier qui a travaillé peut-être 1 heure pour ramasser le déchet sauvage, etc. Et donc, il y a toute une série de redevances qui sont mises. C'est pas nous qui les avons inventées, hein, donc on a été les reprendre dans d'autres règlements qui existaient, ce qui permet à la fois de la personne qui est en infraction de payer une amende et de payer le coût réel de ce que ça a coûté à la commune de ramasser ses crasses. Et donc le but c'est d'être encore un peu plus serré les vis par rapport à cela. Voilà un peu les 3 règlements. Donc premier règlement de police, le 2 règlement de préservation de l'environnement où on retrouve toutes les infractions et les primes et les carottes pour l'environnement. Et le point 18, c'est les redevances qu'on doit payer en cas d'infraction, donc qui est le coût du service de la commune qui ramasse les déchets. Voilà un peu ce qu'il en est. Je ne sais pas s'il y a des remarques ou pas. Oui. Et ça pourrait être appliqué si on arrive à trouver ceux qui vont faire les grosses décharges, comme on a parfois dans les remembrements, etc. Si on arrive à trouver... Ou pour eux, il y a des sanctions quand même plus graves que ça. Mais donc dans les textes, la sanction, on a pris la sanction la plus grave. Comment ça se passe? Il y a un déchet sauvage, l'agent constatateur, qui est quelqu'un de la commune, il va constater. Parfois même, donc il fouille la poubelle. La plupart des cas, la plupart des fois, on trouve la personne. Hein, donc oui, mais en fait, mais c'est ensuite le PV est dressé. Et ça part chez l'agent sanctionnateur au niveau provincial, que nous payons par dossier, en fait. C'est une sorte de mutualisation. Voilà. Et l'agent constatateur, lui, sanctionnateur, envoie des choses à payer. Et donc, il devra tenir compte de nos redevances. Voilà. Le problème, c'est que la plupart des gens, et je ne vais pas le dire trop fort, mais sont insolvables. Et donc, on les suit. Après, on envoie au parquet, généralement. Même parfois huissier, parquet, on a déjà fait les 2. Et on ne peut pas dire que le parquet soit d'une grande aide par rapport à ça. Ce que je ne veux pas dire, c'est qu'il y a une sorte d'impunité, parce qu'il y a un suivi jusqu'au bout où on peut. Mais quand tu as une personne qui ne répond jamais, qui change de domicile, etc., c'est compliqué de trouver. Et donc, je pense qu'il y a très peu de gens qui payent in fine. Par contre, on les tracte.
Voilà, moi, parfois, quand je suis énervé, j'ai vraiment envie de faire comme le maire français, d'aller déposer les déchets. Parce qu'on a l'adresse, hein. Et globalement, il y a très peu de Beauvillers-sur-Saône, hein. C'est des gens plutôt du Grand Charleroi qui viennent chez nous. Et alors, des gens qui sont refusés au parc à conteneurs, qui sont frustrés parce qu'ils peuvent mettre qu'un mètre cube, qui n'ont pas prévu, et qui en ont marre, ils ont leur remorque et ils vont ailleurs la mettre. Donc, voilà. Et donc, normalement, si tout va bien, je suis Saint Thomas, j'attends de voir. Les caméras seront placées au mois de décembre, les fameuses caméras. Mais ce qui n'empêche, ça va être dissuasif, mais la plupart des gens, on les retrouve et voilà, il y a un suivi qui est fait. Je rappelle que l'agent constatateur maintenant est à temps plein sur cette mission-là, pas que ça, parce qu'il y a aussi les permis d'urbanisme non suivis, etc., ou les régularisations à faire. Donc il y a un suivi clairement par rapport à ça, mais c'est compliqué à la fin. Je pense à un problème insoluble. À part éduquer les gens, je ne sais pas très bien ce que je peux faire d'autre, parce que... Oui, déverser chez eux, mais bon, se mettre en illégalité pour des gens qui font l'illégalité, c'est pas terrible. Oui, vas-y. Je peux vous donner une petite expérience par rapport à ces déchets-là. Une personne qui avait été confondue pour avoir effectivement déversé des déchets qui venaient de chez elle dans l'environnement avait garanti à l'époque qu'on lui avait volé ses déchets. Ah oui. Bon, on a tout. On a quand même déjà vu des gens qu'on connaissait aussi. Hein. Il n'avait pas déposé plainte. Il n'avait pas déposé plainte parce qu'on lui avait piqué des déchets. S'il n'y a pas de remarques, je propose de voter alors le 16, 17 et 18 ensemble, vu qu'ils se concernent. Anne ? Oui. 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 Et oui, le projet 19 et 20 concerne les logements d'insertion au château de Belair. Donc pour rappel, le château de Belair, on a reçu un subside d'abord de 900 000 €, puis on a été augmenter le subside jusqu'à 1,5 million de mémoire pour 23 logements d'insertion. Donc la création de 23 logements d'insertion. Donc actuellement, fin décembre, début janvier, la partie la plus chère et la plus difficile à remettre à niveau, qui est la partie château, va être terminée. Donc il y a 11 logements qui vont être disponibles. Et puis, dans la partie moderne, donc à côté de la crèche, il y aura 12 logements d'insertion. Qui dit logement d'insertion dit logement pour des personnes avec des revenus bas, modestes. Mais on s'était engagé à essayer de trouver des solutions pour faire en sorte que ça ne devienne pas une sorte de no man's land là-bas, vu que la commune investit beaucoup d'argent dans ce dossier, même si le cofinancement des loyers va permettre à terme de rembourser l'emprunt qu'on a fait dans ce dossier. Et donc, on a essayé d'à la fois de respecter la législation du décret sur les logements d'insertion et à la fois essayer d'avoir du mixte dans ces logements. Tout d'abord, on a retiré sur les 23 logements un logement pour une concierge. D'ailleurs, on a lancé un appel à candidature pour un concierge au château de Belair. Donc, si vous avez des gens intéressés, n'hésitez pas à les faire remonter au secrétariat général. Donc, on n'a plus que 22 logements. Sur ces 22 logements, il y a d'abord le critère du revenu. Donc, toutes les personnes qui doivent avoir accès à ces revenus, à commencer le logement, doivent avoir un revenu. Donc, c'est 15 000 € de mémoire. C'est entre 15 500 pour une personne, un logement d'une personne, et 21 200 pour 2 personnes, sachant que tu peux augmenter ton revenu si tu as des enfants à charge de 2 900 €. Après, quand ces personnes rentrent dans cette condition principielle, nous avons mis des critères d'attribution. Alors, les critères, donc ce n'est pas le politique, c'est un élément important pour nous, qui va attribuer les logements, mais bien du personnel communal qui va appliquer les règlements que le politique a décidé, mais c'est eux qui décideront. Donc, parce que je vois déjà le truc arriver où les gens vont me voir au Jean-Jacques, t'as pas un petit logement pour moi. Et voilà, on essaie de tenir le même discours à chaque fois en disant, quand c'est logement public, société de logement, c'est des critères d'attribution avec des points. Quand c'est le logement IS, c'est la IS qui décide. Et quand c'est le logement ici, ce sera les critères d'attribution. Et donc nous avons aussi ajouté que nous voulons un jeune de moins de 26 ans par étage et une personne prépensionnée ou pensionnée par étage. Le but, c'est d'avoir un mix
de personnes et ne pas avoir un type, une catégorie de personnes à chaque étage et d'essayer de mixer un maximum. En plus de ça, donc, si les gens sont dans les critères de revenus, ils vont avoir des points supplémentaires et vous pouvez trouver les critères d'attribution en pages 4 et 5. Ils peuvent être discutés, hein, c'est juste qu'on a mis ça. Le candidat est sans abri, le candidat est régulièrement inscrit en tant qu'étudiant ou à au moins de 26 ans. Ou à moins de 26 ans. Le candidat occupe un logement précaire à titre de résidence principale. Le candidat est victime d'un événement calamiteux. Le candidat locataire est victime de violences familiales au sein de sa famille. Le candidat locataire est prépensionné ou pensionné. Candidat locataire domicilié au Bonvillers ou ayant été domicilié durant 5 années. Le candidat locataire handicapé ou ayant à sa charge une personne handicapée. Et une famille monoparentale avec plusieurs enfants à charge. Donc l'idée, vous avez vu, le but n'est pas de discriminer certains. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'avoir un mix là-bas. Ils partageront tous le fait qu'ils soient des revenus modestes, mais l'idée, c'est d'avoir une personne âgée, un étudiant, une famille monoparentale, et d'avoir un mix par rapport à ça. Voilà un peu... Non, il est bien évident que si on n'a pas de mix, on ne laissera pas un logement si immense en personne. Tout à fait, mais donc oui, tout à fait. Alors, pour info, sur les 11 logements qui vont être mis en location ici, je vous ai dit qu'il y avait un logement pour le concierge. Fatalement, il faut faire vivre ce bâtiment. Il y aura 2 logements pour la crèche. Il y aura 2 logements qui ne pourront pas être utilisés tout de suite parce que comme on fait les travaux de l'autre côté, il va y avoir beaucoup de bruit à l'endroit où les enfants dorment. Il y a une partie de la crèche qui va déménager dans les logements créés. Et donc, vous avez vu 2 plus 1. Donc, ça veut dire qu'on va mettre en location réellement, dans ce critère d'attribution, 8 logements. Et donc, l'idée est de faire une publication et de faire connaître au maximum les gens qui seraient dans les conditions. Voilà. Par contre, ce qui passera en collège, ce sont les bails. Les bails, parce qu'une fois que le comité d'attribution aura attribué, ben, le bail passe en collège, et donc il passe même en conseil, les bails. Il y aura un bail type générique, okay. Et après les baux individuels, ce sera par un collège. Et le point 19, et le point 20, pardon, c'est le règlement d'ordre intérieur. Vous avez vu, on a été très très strict, parce que c'est tellement beau à l'intérieur maintenant, et on veut ne rien laisser passer. Donc c'est pour ça qu'on veut un concierge qui soit fort et qui laisse rien passer. On ne permet pas de fumer à l'intérieur, même si ce sera compliqué de faire respecter, mais c'est dans le règlement. On est très strict sur les communs. Il y aura aussi un montant qui est mis pour les charges communes, où on veut que les abords... On ne veut pas laisser la possibilité aux gens de dire s'ils font les abords ou pas. On prévoit dans les charges que ce soit nettoyé toutes les semaines, que les abords soient faits, qu'on ne commence pas à... Donc voilà. Et alors, par rapport aux petits chiens et aux petits chats, on part du principe qu'il n'y a pas d'animaux, sauf des personnes qui auraient un animal et qui correspond au logement. Ça veut dire, si j'ai un énorme chien qui est dans un logement, une chambre, ça ne va pas le faire. Donc, il faut que les gens soient clairs aussi par rapport à ça. Et donc, il y a des dérogations possibles, mais on part du principe que j'ai pas envie qu'après 2 ans, tout soit dégommé. Et quand je vois certains logements publics que j'ai été voir, parfois c'est vraiment, tu te dis, mais non, mais fumer à l'intérieur et des animaux, voilà. Voilà. Il y a des gens qui entretiennent très bien, hein, c'est pas ça, mais donc voilà, ce sera vraiment. On essaie d'être strict pour peut-être relâcher la bride, mais être strict au départ pour s'assurer de voir comment ça fonctionne pendant 1 an ou 2 par rapport à ça. Voilà un peu le règlement, les 2 règlements. Et fatalement, ce sera le même règlement pour la prochaine L qui, elle, sera terminée fin de l'année 2024. Je ne sais pas si il y en a... Oui. J'avais juste une question, parce qu'on avait déjà étudié ce projet-là lors de la majorité précédente. Est-ce que des logements de ce type-là, logements d'insertion, il n'y a pas une obligation quelque part au niveau du Code wallon du logement de les rétrocéder en gestion, pardon, à la SLSP qui est active sur notre territoire, ou est-ce qu'on peut les obtenir en gestion, mais moyennant une dérogation à cette condition du Code wallon du logement? Moi, j'ai souvenir qu'il y avait quelque chose dans le Code wallon du logement. En tout cas, on a actuellement 4 logements d'insertion. 2. Ah oui, 2 soyaux, et c'est toi qu'on a plus. On a 2 logements d'insertion, et donc en fait on doit, on peut le faire parce qu'on n'a jamais eu d'interdiction, et on doit remettre un rapport annuel sur la manière dont sont gérés ces logements. Et donc pour ces logements-là, on doit remettre un rapport. Moi, je n'ai jamais entendu
Pas pour les logements d'insertion. Ah, pas le logement d'insertion, non. Non, mais en tout cas, je sais bien que la question s'était posée, et puis on s'est dit, comme la commune, Classique. on s'est dit, la commune va les prendre en gestion pour avoir les recettes pour payer l'emprunt. On avait calculé à l'époque, avant les décomptes finaux qui arrivent ici, qu'on se rembourse entre guillemets sur 13 ou 14 ans. À mon avis, au vu des coûts des matériaux, etc., on est plutôt sur 20 ans ici. Mais ça veut dire que les loyers... Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que les gens payent 20% de leur revenu total. Et donc, comme on applique finalement la valeur principale du décret, à mon avis, c'est pour ça qu'on peut le faire. Mais on va vérifier, parce que si ce n'était pas le cas, alors j'ai un problème quand même. Alors, j'ai une deuxième question. Si effectivement ils sont catégorisés comme logements d'insertion, comme l'étaient les 2 logements effectivement qu'on avait mis en place dans le café Baudin à Wayo à l'époque, est-ce qu'il n'y a pas une condition de limite dans le temps du bail? Tout d'avant, c'est 3 ans. Il est marqué 3 ans. Okay. Donc, on a repris toutes les conditions obligatoires dans les bails que le décret nous impose. C'est-à-dire le revenu, les 3 ans et les 20%. Ça, c'est les 3 conditions qu'on doit avoir. Il y a sûrement d'autres conditions, mais les 3 principales, c'est celles-là. Oui. En fait, quand tu parlais des animaux tout à l'heure, tu parlais aussi de l'attribution à une personne qui aurait un handicap. Il y a tous les animaux d'aide à la vie journalière. Cela serait... Mais donc c'est pour ça qu'on a prévu des dérogations. Mais ce qu'on voulait éviter, c'est que les gens ne se disent pas... parce qu'on a souvent des demandes, des gens qui viennent avec 2 chiens, 4 chats, etc. Si il y a 23 personnes qui viennent avec 6 animaux chacun, ça fait 120 animaux dans le... Ça va pas être gérable. Oui, non. Et donc, l'idée, pour des cas comme ça, sans dévoiler la couronne, je pense que clairement on acceptera. Donc il n'y aura pas de souci par rapport à ça. S'il te plaît? Non, c'est pas un chenil. Oui. Je propose de voter. Anne? Oui. Pour le point 19 et 20. Oui. Anne? Oui. 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 Et oui. Alors, le point 21 concerne la convention relative à la gestion de la piscine d'apprentissage. Souvenez-vous, on était passé avec une convention au niveau de la piscine d'apprentissage. Il s'avère qu'il y a eu une renégociation qui a eu lieu où le promoteur a essayé pas mal de choses. Finalement, on s'est mis d'accord sur 2 éléments qui n'étaient pas marqués dans un sens ni dans un autre. Et donc, le fait que une classe qui irait 1 semaine sur 2 paierait 6 € supplémentaires, parce que lui, il estime que son créneau est bloqué, donc il perd de l'argent. Et 2, une classe, qu'on n'arrive pas à mettre 2 classes en même temps, donc ça le but. Donc on s'est creusé la tête avec Anne et les directions et pas mal de gens de la commune pour essayer de mettre vraiment 2 classes en même temps. Si on arrive à mettre qu'une seule classe seule, il y a 1,20 € fois 20 enfants qui est facturé supplémentaire. Et je pense qu'il y a 2 classes dans le cas. Oui. 3 classes dans le cas sur les 18 ou 19 qui y vont. Donc on a essayé de retourner le... Et donc on aura toujours... Donc l'idée c'est quoi? C'est de ne pas payer ces éléments-là parce qu'on est en train de négocier avec l'école de rêve pour qu'ils puissent remplir les créneaux où on est. Donc voilà. Par rapport à cela, le surcoût n'est pas énorme. Je pense que c'est... On l'avait calculé, il n'y a pas une énorme gap. Par contre, ce qui est clair, c'est que si on n'avait pas négocié ces prix-là, on ne serait plus à 4 € par enfant. Parce que là, ils demandent pour les autres, en dehors des Beauvillers, il est plutôt avec un maître nageur à 6 €. Et donc, c'est toujours l'équilibre. Soit j'aurais pu dire la convention, rien que la convention, au risque ou de se dire... On a déjà tellement bien négocié dans ce dossier, se dire on a déjà tellement clairement faire venir les Bonvillers à la piscine actuellement coûte de l'argent au promoteur en termes de coût d'installation, mais son but c'est de le remplir et à terme ces budgets, il est prévu, donc ils ont 2 années et ils peuvent être indexés. Ça veut dire qu'on est sûr que pendant 2 ans ça ne va plus bloquer.
Mais l'idée, c'est quoi? C'est que tout le monde rentre dans cette piscine et qu'elle soit de faire partie naturelle. Et après, ce sera indexé de 5%, 2%, 10%, peu importe. Et ça suivra l'indexation des prix à la consommation. Et donc ça, c'est ce qui est dans la convention. Ça veut dire que pendant 2 ans, jusqu'au septembre 2025, il ne peut pas augmenter. Donc septembre 2023, septembre 2025, il ne peut pas augmenter, ça fait partie de la convention. Ça, il a voulu revoir. Ça, c'était un niet fini. Et donc je pense que le surcoût pour notre commune est de 1200, 1300 euros. Ouais. C'est la question. Ces montants supplémentaires, c'est la commune qui les absorbe. C'est ça, oui. Et donc, pour rappel, c'est quoi le système? C'est la commune qui reçoit la facture et c'est la commune qui gère la facturation aux parents. Les écoles ne doivent rien faire. Donc voilà. L'idée est de convaincre Rêve d'y aller pour qu'il y ait encore 350. Et une fois qu'on a ces 350, ça commence à être viable pour la piscine d'un point de vue scolaire. Parce que d'un point de vue de 17h à 22h, tout est rempli, ça marche du tonnerre, il y a plein d'aînés, ça c'est super bien. Les enfants sont très très contents d'y aller. Oui, mais je sais. Et même les professeurs qui au départ ne voulaient pas aller sont contents maintenant en se disant qu'on a bien fait d'insister. Donc voilà. Pourquoi je passe? Parce que comme ce n'était pas dans la convention, pour jouer à la transparence et pour permettre de pouvoir payer sans passer par un article. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à cela. Je propose de voter. Anne? Oui. 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 Et oui. Les points 22 à 26, et je propose... Non, on fera après. Le 22 à 26, c'est des assemblées générales d'Imio, de Tibi, d'Orez à 7, une extraordinaire, une ordinaire. Et les jardins de Wallonie, nous devons approuver les ordres du jour. Je propose de voter pour les 5. C'est bon? Et on peut ajouter, alors, YTEC, Cénéo, de mémoire, et quoi d'autre? Et IDFin. On peut ajouter les autres. Anne? Oui. 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 Et oui, le point 27 est un point que le personnel communal attend toujours avec impatience. C'est l'octroi de l'allocation de fin d'année, qui est une décision à prendre conformément au statut. Et donc, chaque année, ça passe au conseil communal, et qui est une allocation de fin d'année pour l'ensemble du personnel. Anne? Oui. 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 Et oui. Et alors, il restait un autre point en urgence qui était le taux de couverture du coût de gestion des déchets. Donc, souvenez-vous, chaque année, pour le mois de novembre, nous devons passer... il faut que les dépenses et les recettes soient plus ou moins équilibrées en termes de gestion des déchets ménagers et toute la couverture des déchets ménagers, c'est-à-dire les recyparcs, les poubelles à puces, les PMC+, etc. S'il te plaît? Le couvérité. Et le couvérité, tout à fait. Et donc, il faut que le couvérité, donc il faut que les dépenses égalent entre 95 et 110% des recettes. Et donc, sans augmenter la taxe cette année-ci, on serait à 106%. Et j'en profite pour vous dire, Anne-Laure, tu voulais dire un petit mot par rapport à la taxe déchets 2022 C'est qui est en train d'arriver voilà, aujourd'hui, oui. donc la taxe forfaitaire 2023 et voilà. le complémentaire de 2022. Il est en train d'arriver un peu dans les boîtes aux lettres chez tout le monde. Donc voilà, ça ne m'étonne pas. Et donc il y a une vulgarisation, on a travaillé à une vulgarisation de cette taxe déchets, parce que finalement on se rend compte que chaque année c'est un peu toujours les mêmes questions qui reviennent, et tout à fait légitime, parce que c'est pas vraiment des plus compréhensibles comme document. Donc on a vraiment essayé de travailler là-dessus. Il va être publié sur le site internet de la commune demain. Pour ceux qui auraient besoin d'un petit coup de main pour le tri, parce que ça arrive encore quand même souvent, des gens par exemple qui n'ont que des levées de poubelles grises et qui ne mettent jamais leurs poubelles vertes. Donc il y a une conférence sur le tri le 7 décembre. Et puis alors, pour les personnes qui ont des difficultés à payer la taxe, parce que c'est vrai que c'est quand même un montant, une petite somme rondelette qui arrive tout d'un coup. Et donc il y a moyen de demander toujours un échelonnement en s'adressant au service finance de la commune. Voilà. Et la réunion, c'est où? Ici.
Je ne sais plus te dire, je ne sais plus si c'est 18 ou 19 heures, mais en tout cas, on va republier la tête. Et alors, je rappelle qu'il y aura toujours le concours du meilleur trieur et que ceux qui sont dans la meilleure trière reçoivent un chèque qui compense en grande partie leur redevance, parce qu'il y a un service minimum dans la redevance qu'on ne peut pas compresser. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a des remarques, c'est le coup vérité, donc c'est quelque chose qu'on doit envoyer à la région wallonne avant le fin novembre. Anne? Oui. 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 Et oui. Alors, communication et questions en séance publique, et après on passera à la séance à huis clos. Est-ce qu'il y a des divers, des questions, des communications? Non? Muriel? Non. Chez nous, personne. Je propose alors de stopper ici. Merci au public, merci à Justin.